Alors, nous continuons avec notre cours de la mécanique de sol. Donc, voici tout récemment, nous avions dit que notre sol ici en mécanique de sol, il sera composé de trois substances. Donc, nous avons ici le vide, nous avons ici l'eau et nous avons ici les parties solides. D'accord. Maintenant, nous allons voir le phénomène de compression. Maintenant, avant d'aller même assez loin, on va rappeler ici, dans ce sol, si nous voulons déterminer donc la masse totale de ce sol, qu'est-ce qu'on disait? C'est simplement égal à la masse d'air plus la masse d'eau, plus quoi? Plus la masse des solides, donc plus la masse des solides. Alors, nous avions dit ceci que la masse d'eau est sensiblement égale à 0. Donc, du coup, on disait que la masse totale est égale à la masse d'eau plus quoi? Plus la masse d'air. Ça, c'est ce que nous avions souligné tout récemment. Maintenant, si on veut calculer le volume total, qu'est-ce qu'on disait? Eh bien, simplement, le volume total est égal à quoi? Est égal au volume des particules vides plus le volume des particules solides. Donc, tout simplement, ici, c'est quoi les particules vides? Le volume des particules vides, c'est quoi? Eh bien, c'est l'eau, c'est le vide et l'eau. Donc, nous avons ici le volume de l'air plus le volume de l'eau. Voilà comment on avait déterminé, on avait démontré le volume des particules vides. Donc, je vais rappeler aussi la formule, les quelques formules qu'on a vues tout récemment. On a vu aussi que le rapport de vide est égal au volume des particules vides divisé par le volume des particules solides. Ça, c'est une relation que nous avons démontrée tout récemment. Nous avons parlé aussi de la porosité. La porosité égale au volume des particules vides divisé par le volume total. Voici la relation de la porosité. Nous avons aussi parlé du degré de saturation d'eau, donc SR. Nous avons dit que SR est égal au volume d'eau divisé par le volume des particules vides. D'accord. Et nous avons parlé de la teneur en eau, donc qui est W, bien sûr. Donc, la teneur en eau, donc en turc Suiceri, qui est égal à quoi? Qui est égal à la masse d'eau divisée par la masse des particules solides. Voilà ce que nous avons dit. Alors, aujourd'hui, on va voir le phénomène de compression, de remblai et de creusement. Alors, dans le phénomène de compression, ici, je considère que là, nous avons ici le sol. Donc, je considère ici, nous avons un sol qui, à la base, est donné de cette manière-là. Donc, comme voilà notre sol qui est ici, comme on peut le remarquer, ici, ce sol, il est constitué de quoi? Il est constitué des particules solides, donc c'est-à-dire des grains. Ok, et ça peut être donc du sable. Il est constitué des particules solides, des grains. Tout ce que vous voyez ici, ce sont des particules solides, là des particules solides. Et ce même sol, il est constitué d'eau. Donc ici, nous avons des particules d'eau qui sont à l'intérieur du sable, du sol autant pour moi. Nous avons des particules d'eau en bleu ciel. Nous avons des particules d'eau et en chocolat, ce sont des particules solides. Et là, vous voyez le vide, ici se trouve l'air. Là, c'est l'air. Là où il n'y a rien, c'est l'air. Notre sol est constitué comme ça. Nous avons l'air et nous avons des particules solides ainsi que des particules d'eau. Là, ici, là, c'est vide, donc c'est l'air là. Autour, là, c'est l'air. Là également, c'est l'air, c'est vide. Maintenant, ce sol, qu'est-ce qu'on va faire? Puisque nous, l'objectif est de construire, par exemple, c'est de construire une route sur ce sol-là. Un exemple, on veut construire une route là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas construire, par exemple, un bâtiment sur un sol qui contient des trous d'air. Si le sol a des trous d'air ou encore des particules d'eau à l'intérieur, qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'on va construire un bâtiment là-dessus, eh bien, qu'est-ce qui se passe? En cas de tremblement de terre, ce bâtiment va flamber. Ce bâtiment va tomber. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a mouvement, les particules solides qui sont à l'intérieur du sable, du sol, qu'est-ce qu'ils sont? Ils ne sont pas liés les uns aux autres. Donc, ce qui va se passer, c'est quoi? Dès qu'il y aura un petit tremblement de terre, alors ces particules solides-là vont s'éparpiller. Il y a un qui va venir ici, celui-là, il peut se retrouver là. C'est donc, c'est-à-dire, c'est comme si on prenait de l'eau, on prenait du sable, des grains de sable, on mettait dans une bouteille et on secoue. Vous voyez que ces grains de sable vont se secouer. Mais par contre, si on remplit une bouteille de grains de sable, la bouteille est toute remplie, il n'y a pas de l'eau à l'intérieur, il n'y a pas du vent ou encore du vide, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, rien ne se passe parce que la bouteille est remplie. C'est le même phénomène avec la maison ou encore un bâtiment ou encore lorsqu'on construit, par exemple, le bitume. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, du coup, nous, pour construire une maison, on va compacter ce sol. Compacter ce sol, on va prendre un engin. On va prendre un engin quelconque ici. On va mettre cet engin-là, par exemple, ici. Et sur cet engin, on va appliquer des forces quelconques. Ici, on applique une force. Là également, on applique une force. Là également, on applique une force. Ça peut être un tracteur. Donc, cet engin va compacter le sol. On va compresser le sol. Et lorsqu'on compresse le sol, donc, lorsqu'on compacte le sol ou on compresse le sol, donc vous remarquez que le volume de ce sol-là, il va diminuer. Donc, voici
la nouvelle forme du sol qu'on obtient. Ici, on avait un sol assez énorme parce que ce sol était composé de quoi? Il était composé des particules solides, mais aussi avec beaucoup de vide. Le vide, là, c'est l'air qui est à l'intérieur du sol. Donc, lorsqu'on compacte le sol, vous comprenez que l'air qui est à l'intérieur du sol va s'évaporer. Cet air-là va partir. Donc, le volume du sol va diminuer parce que ici, on a dit que nous mettons une pression sur ce sol-là. Donc, ça va diminuer comme ça va diminuer. Et voici la nouvelle envergure du sol. Donc, vous voyez que progressivement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le volume d'air va diminuer. Ici, par exemple, si on avait une quantité X de l'air, ici, vous voyez que le volume d'air ici, il devient très infime, donc il devient très minime. Ici, vous voyez que ici, on a une grande quantité d'air, on a une grande quantité d'air ici, on a ici une grande quantité d'air partout, on a des grosses quantités d'air. Mais ici, vous voyez que notre sol, il devient ferme. Donc, qu'est-ce qu'on dit en résumé? En résumé, après contraction ou bien compression. Donc, après compression du sol, qu'est-ce qui se passe? Simplement, le volume des particules vides, justement, il va changer. Donc, si ici, on avait par exemple un volume ici, là je vais dire que nous avons ici un volume des particules vides 1, d'accord, et ici je vais parler ici d'un volume des particules vides 2. Qu'est-ce qui se passe? C'est bien, ce qui se passe c'est quoi? C'est que le volume de particules 1 sera, donc le volume de vide pour le premier sol, il sera différent du volume de vide pour le deuxième sol, tout simplement parce que vous voyez que ici le volume du vide égal à quoi? Et parce que nous savons que le volume du vide, donc VB, est égal à quoi? VB est égal au volume d'eau plus le volume d'air, n'est-ce pas? Donc, je fais ceci. Donc, le volume d'eau plus le volume d'air. Ici, lorsqu'on compacte ou bien on compresse le sol, là, lorsque nous compressions le sol, qu'est-ce qui se passe? Le volume d'air et même le volume d'eau diminue progressivement, n'est-ce pas? Ce volume-là diminue progressivement. Donc, en résumé, avant de partir assez loin, on va dire ceci. Donc ici, si nous avons VB1, VB2, alors on va dire ceci. Nous savons que le volume des particules vides, donc VB est égal à quoi? C'est le volume d'eau plus le volume de quoi? Plus le volume d'air, parce que c'est le volume des particules vides. Alors, je sais qu'après compression, qu'est-ce qui se passe, les amis? Le volume d'eau, donc le volume d'eau, si c'est le volume d'eau 1 ici, il sera différent, ou bien on va dire ici, il sera supérieur. Donc il sera supérieur ici au volume de quoi? Au volume d'eau 2. Vous savez qu'est-ce qui se passe? Parce que lorsqu'on compresse le sol ici, il y a cette quantité d'eau, une certaine quantité d'eau qui sera perdue. Donc en fait, en fin de compte, qu'est-ce qu'on va dire ici? Le volume d'eau 1, il est différent du volume d'eau 2. D'accord. Tout comme aussi le volume d'air après compression, le volume d'air 1, il est toujours supérieur au volume d'air 2. Qu'est-ce qui se passe? Parce que lorsqu'on compresse le sol, vous voyez que ici on avait des grosses particules d'air, des grosses particules d'air. Mais ici vous voyez que à peine on peut les compter. On a quelques vides ici. Donc le volume d'air 2 est très petit. Donc du coup est très petit autant pour moi. Donc du coup ici en résumé, qu'est-ce qu'on dit? Eh bien on dit simplement que le volume d'air 1 est différent du volume d'air 2. Alors, on va parler du volume des solides parce que dans ce matériau-là, dans ce sol, on a quoi? Nous avons ici les particules solides, nous avons l'eau et nous avons l'air, les vides qui sont ici. Alors, on va parler des volumes des solides. Le volume des particules solides est comment? Le volume de particules solides 1 est égal au volume de particules solides 2. Pourquoi ça serait égal? Mais tout simplement parce que ici, les graines, et nous avons des graines. On va prendre un exemple, lorsque nous avons des graines de sable et qu'on compresse ces graines de sable-là, alors rien ne va se passer. Ces graines-là, c'est vrai, lorsqu'on regarde à l'œil nu, ces graines vont diminuer de volume. C'est-à-dire, si on prend, je vais prendre un exemple, si on prend un sachet, on remplit le sachet avec du sable, ok, justement, qu'est-ce qu'on va remarquer? Si on compresse le sachet, on va remarquer que le sachet, il va diminuer. Mais en fait, en réalité, ce n'est pas le sable qui diminue, mais en réalité, c'est le volume de l'air qui est à l'intérieur, parce que ce sable-là, il contient de l'air à l'intérieur. Et il contient également quelques particules d'eau. Donc, lorsqu'on remplit un sachet du sable et qu'on compresse ce sachet, eh bien, on va voir que ce sable-là, il va se renfermer sur lui-même. Et on voit que c'est comme si le volume du sachet a diminué. Ce n'est plus assez gros. Mais en réalité, ce n'est pas le sable qui diminue, mais c'est le volume de l'air qui est à l'intérieur qui a diminué. D'accord. Donc, du coup, le volume du sable, dans un sachet de sable, s'il y avait par exemple 1000 grains de sable, si on compresse le sachet, eh bien, on ne va pas partir, on va pas quitter de 1000 grains pour aller à 50 grains. Non. Même si on compresse le sachet de sable, il va toujours y rester 1000 grains de sable.
mais vous aurez comme l'impression que le volume du sachet il a diminué. Tout simplement pourquoi? Parce que le volume qui est à l'intérieur, le volume d'air qui est à l'intérieur et le volume de l'eau a diminué. Donc l'envergure du sachet devient petit, mais le volume du sable n'a pas diminué. Donc du coup ici tout simplement, et ben ici on dit que pas de changement. Donc ici il faut savoir que, parce que c'est un point très important d'ailleurs qui va venir dans les exercices, donc le volume des particules solides ne change pas. D'accord. C'est ce qu'il faut savoir. Maintenant, si on peut faire un rapport, ici nous savons que nous avons un particule de vide, on a E1 ici, plutôt un rapport de vide, et là également aussi nous avons aussi notre E2, notre rapport de vide. Donc qu'est-ce que je vais dire? Alors on va partir de E1, on sait que le rapport de vide E1 est égal au volume de vide qui est VB1 divisé par quoi? Divisé par le volume des particules solides, n'est-ce pas? Donc j'ai ici VT. Alors on sait que VT ne change pas, VT est le même. Donc du coup ici, je peux dire que, alors ici je peux dire simplement que, donc à partir de là, je peux tirer le volume des particules solides parce qu'on a dit que ce volume-là ne change pas. Donc on peut dire que le volume des particules solides, c'est le même. Donc je vais dire ici, ça sera égal à quoi? Ça sera égal au volume des particules vides 1 divisé par le rapport de vide 1. Ça, c'est une première relation. Alors je viens dans la deuxième expérience. Ici, dans la deuxième expérience, je vais également déterminer aussi le volume des particules de vide 2 qui est égal à quoi? Le rapport de vide qui est égal au volume de particules vides 2 divisé par le volume des particules solides. On a dit que le volume de particules solides ne change pas. Donc du coup, à partir de là, je peux dire que E2 devient égal à quoi? Il devient égal au volume des particules solides 2 fois VT, n'est-ce pas? VT égale à ceci. Donc je vais dire ici, on aura ici E1 divisé par le volume VB quoi? VB1. Donc à partir de là, on aura ici E2 sur E1 est égal à quoi? Est égal à VB2 divisé par VB1. Voici le rapport que nous avons. Donc, à quel moment on utilise ce rapport-là? Seulement dans le cas de compression, lorsqu'on compresse un sol. Lorsqu'on compresse un sol, on peut écrire donc E2 sur E1 est égal à VB2 sur VB1. C'est une relation qu'on peut bel et bien établir dans le cas de compression ou de compacte le sol. Voilà. Alors là, c'est le rapport de quoi? Le rapport du rapport de vide. Le rapport de vide, la relation entre le rapport de vide entre deux états, donc avant compression et après compression. On peut également écrire cette même relation, pourquoi? Pour le degré de saturation en eau, bien la porosité. On peut faire ça aussi pour la porosité. On sait que la porosité N, ici je vais supposer que nous avons ici N1. Donc là nous avons aussi la porosité numéro 1 et ici nous avons aussi N2, n'est-ce pas? Donc je peux faire la même chose, donc je vais dire que N1, on sait que N1 est égal au volume des particules vides 1 divisé par le volume total. Donc ici je vais mettre ici le volume total 1. Et qu'est-ce que nous savons? On sait que le volume total 1, volume total égal au volume des particules vides, donc nous avons ici VB1 plus le volume des particules solides. Donc nous avons ici VT1, n'est-ce pas? Donc à partir de là, je vais simplement remplacer ici, donc ce qui implique N1 est sur égal à quoi? Au volume, donc VB1 divisé par quoi? Divisé par VB1 plus V, ou le volume des particules solides 1. D'accord. Donc à partir de là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux tirer le volume des particules solides. À partir de là, je peux tirer le volume des particules solides, le volume des particules solides 1. Donc du coup, ce qui implique ici, on pourra dire que donc on va dire que le volume VT1, le volume des particules solides 1, sera égal à VB1 divisé par quoi? Divisé par un instant, donc divisé par N1, et puis je vais balancer moins VB1 de l'autre côté, donc j'aurai ici VB1 de l'autre côté, donc je peux l'écrire de cette manière, d'accord? Alors je vais revérifier si j'ai fait des erreurs. Donc VB1 plus VT1, il vient ici, et ensuite N1, il vient au dénominateur, et après VB1, je l'envoie là, ok, il n'y a pas de problème. Donc jusque là, nous sommes ici, je nomme ça la première relation. Alors je viens maintenant de ce côté ici, je vais écrire ici la relation après la compression. Alors après la compression, nous pouvons aussi remarquer que nous avons E2 qui est égal à quoi? Qui est égal, plutôt on est avec N, la porosité. Alors N2 est égal le volume des particules vides 2 divisé par le volume total. Le volume total est égal à quoi? Est égal au volume des particules vides 2 plus le volume de quoi? Le volume des particules solides. Alors pourquoi je ne mets pas le volume ici? J'allais normalement, là je vais simplement effacer. Ok.
Ici, pourquoi je ne mets pas, ou bien on va mettre 1, ok, c'est nettement mieux, on va mettre 1, d'accord. On va mettre 1, donc là, je vais ici mettre ici 2, d'accord. Donc, à partir de là, on va dire, on va rappeler ici, avec... donc, avec le volume, alors VT1 est égal à quoi? Est égal à VT2. Parce qu'après la compression, le volume des particules solides ou encore le volume des grains ne change pas. C'est ce que nous avions dit ici. Donc, du coup, à la place, là où j'ai VT1, je peux alors remplacer tout simplement, je peux remplacer VT2. Ou encore, nettement mieux, à partir de là, je peux venir déterminer VT2, ok? Donc, on va dire ici le volume VT2 sur égal à quoi? Et sur égal à VB2 divisé par quoi? Divisé par N2 moins le volume VB2. Alors, on sait que VT1 est égal à VT2. Donc, VT1 est égal à ceci. Donc, je pose automatiquement ceci est égal à quoi? Est égal à VT1. VT1 qui est égal à quoi? À VB1 divisé par N1 et j'ai moins VB1. Voici cette relation. Donc, je peux ici écrire que VB2 divisé, je peux dire finalement VB2 moins N2 VB2, ok, divisé par quoi? Divisé ici par N2 est égal, alors à VB1, ici là c'est 1, VB1 moins N1 VB1 divisé par N1. Donc du coup, je peux mettre ici VB2 en facteur. Si je mets ici VB2 en facteur, ici j'aurai 1 moins N2 divisé par N2 est égal ici, je mets ici VB1, parenthèse de 1 moins N quoi? 1 moins N1 divisé par quoi? Divisé par N1. Donc, je peux écrire cette relation pour la porosité. Donc, la porosité entre deux milieux différents. Lorsqu'il s'agit de la compression, on peut écrire ça. Alors, ici, l'important, c'est quoi? L'important, ce n'est pas de mémoriser ces formules-là. L'important, c'est de comprendre le principe. Lorsque je suis dans le cas de compression, qu'est-ce que cela peut engendrer? Ce n'est pas ici, on ne demande pas de mémoriser ces formules parce que les formules peuvent changer en fonction des données qui sont devant nous. Alors, on va voir le cas de creusement. Si nous sommes dans le cas de creusement, donc je viens ici les amis, on va recopier ceci. On va recopier ce schéma. Ok. On recopie ça. Copier. Alors ici, nous sommes dans le cas du creusement, c'est-à-dire nous avons ici un sol quelconque, notre sol est donné de cette manière, là on ne compacte pas le sol, mais on va simplement creuser le sol. Donc si on creuse le sol, c'est-à-dire on va enlever par exemple une bonne partie de ce sol-là, on enlève une bonne partie de ce sol. Alors ici, qu'est-ce que se passe? Puisque on enlève une partie du sol, ça veut dire que le volume de l'air va diminuer, le volume de l'eau va diminuer, et aussi le volume des particules solides vont diminuer. Donc tout simplement ici, rapidement ici, on dit que eh bien, le volume de l'eau, ici, je vais noter ici le premier milieu. Et ici, nous avons le deuxième milieu. Ici, sera différent de quoi? Il sera différent du volume de l'eau du deuxième milieu. Le volume d'air du premier milieu, il sera différent du volume d'air du deuxième milieu. Et même le volume des particules solides du premier milieu, il sera différent du volume des particules solides du deuxième milieu. Dans ce cas de creusement, alors quel est le rapport ici? On utilise quel rapport? Eh bien, ça, je vais donner ça directement. On utilise le rapport selon lequel nous avons ici V1 divisé, donc V1 divisé par E plus E1 est égal à V2 divisé par 1 plus E2. Donc, ce rapport-là, je vais l'utiliser lorsque j'ai le cas de creusement ou bien le cas de remblai, c'est-à-dire remblai, tout comme aussi on peut avoir le cas, ici par exemple, on a un petit sol. Je mets une flèche inverse, c'est-à-dire nous avons on a un petit sol ici, et qu'est-ce qu'on fait? On vient ajouter une certaine quantité du sol, une certaine quantité de sol, ici, là. Donc, vous voyez que j'avais un petit sol ici, et qu'est-ce qui se passe? Ensuite, j'ai maintenant un gros sol. Ici, le rapport qu'on va utiliser, c'est V1 sur 1 plus E1 est égal à V2 sur 1 plus E1. Ça, c'est le cas de remblai et le cas de creusement, d'accord? Alors, en turc, généralement, pour ceux qui font ça en turc, généralement, on parle de dolmouche. Ici, on parle de dolmouche. C'est ça qui indique que nous sommes dans le cas de remblai. Et ici, le cas de compression, on parle de sekishmak. Donc, ce sont des sekishmak. Ça, sont des... Ici, on parle ici de sekishmak. Sekishmak. Lorsqu'on parle de sekishmak ici, en turc, nous sommes dans le cas de compression. Et quand on est dans le cas de compression, quelles sont les conséquences? Les conséquences qu'il faut mémoriser, c'est ça. Il faut simplement savoir que le volume des particules d'eau, ça change, le volume d'air change, mais le volume des particules solides ne change pas. Maintenant,
Alors, parlons de la densité sèche. Ici, dans notre exercice, dans notre schéma ici, qu'est-ce que nous avons? Notre sol est composé de quoi? Notre sol est composé de l'air, l'eau et ainsi que les solides. Il y aura des cas où on va parler des sols carrément secs. Avec les sols carrément secs, ça veut dire qu'on n'a pas la présence de l'eau. Ici, nous, on va considérer que notre sol ne contient pas d'eau. D'accord. Donc, si notre sol ne contient pas d'eau, ça veut dire que nous avons quelque chose de ce genre. Donc, si le sol il est sec, donc donc on n'a pas l'eau en fait. Donc ici nous avons simplement ici le vide, nous avons le vide et nous avons ici les solides, n'est-ce pas? Ici nous avons ici les solides, d'accord. Nous avons ici le solide. Donc voici ce que nous on appelle ici par un sol vide. Donc dans les exercices, ça sera donné, on va parler par exemple de la densité sèche. Quand on parle de la densité sèche, ça veut dire que nous sommes dans le cas d'un sol vide. En turc, c'est kuru yoğunluğu. Si on parle de kuru yoğunluğu, ça veut dire que nous sommes dans le cas d'un sol sec. Alors, quelles sont les conséquences? Alors, il faut savoir que lorsqu'on nous parle d'un sol vide, obligatoirement, on doit avoir la densité sèche. Alors, la densité sèche, nous ici, on va noter ça par ρD. La densité sèche, on va appeler ça par ρD, qui est égal à quoi? La densité sèche qui est égale à la masse. Normalement, qu'est-ce que je fais ici pour déterminer la masse de ce truc-là? Pour déterminer la masse de ce système, qu'est-ce que je fais? Si je vais déterminer la masse totale, ça sera égal à quoi? Ça sera normalement égal à la masse d'air plus la masse des particules solides, n'est-ce pas? Parce qu'ici, nous avons ici les particules solides et ici, nous avons ici l'air. Or, nous avions dit que la masse d'air est sensiblement égale à 0, donc négligeable. Donc, ce qui fait que la masse, notre masse totale est égale simplement à la masse des particules solides, tout simplement. Maintenant, le volume, c'est quoi? Ici, le volume total est égal à quoi? Est égal au volume des particules. Donc, c'est égal au volume des particules vides. Donc, je fais ceci. Mais ici, le volume de particules vides, là, c'est quel volume? C'est simplement le volume d'air. Donc, on va dire ici le volume d'air plus le volume, un instant. Alors, plus le volume des particules solides. Maintenant, puisque nous parlons de la densité, alors ça, je vais, pour gagner un peu de place, je vais mettre ça ici. Alors, puisque nous parlons de la densité sèche, donc qu'est-ce qu'on dit? Alors, nous, la densité sèche, on va la noter comme ceci. La densité sèche, donc gamma D est sur égal à quoi? On sait que la densité, c'est la masse sur le volume, ok? Donc, on va dire ici la masse. Donc, on va dire ici la masse, normalement la masse totale. Puisqu'il s'agit de ce système-là, notre masse totale est égale à quoi? Notre masse totale est égale simplement à MT, parce que la masse d'air est nulle. Donc ici, la masse totale est égale à MT. Donc je vais simplement dire ici MT, divisé par quoi? Divisé par le volume total. Alors, je ne vais pas écrire cette expression-là, c'est trop lent. Je vais simplement ici écrire par le volume grand T. J'ai écrit grand V, d'accord? Maintenant, ça, c'est la relation de la densité, de notre densité sèche. Maintenant, plus loin, je vais encadrer ça d'ailleurs. Maintenant, plus loin, nous allons écrire on va écrire cette densité en fonction d'autres grandeurs. Par exemple, nous avons ceci. Donc, je vais dire ceci. Dans un exercice, on nous donne, par exemple, on nous donne la densité. On nous donne la densité de quoi? On nous donne la densité des particules solides. On suppose que nous sommes dans le cas où nous avons la présence de la densité des particules solides. Donc, qu'est-ce que je dis tout simplement? Je sais que la densité des particules solides que je vais appeler ici par ρ T est égale à quoi? Est égale à la masse de T divisé par le volume de T. Ça, c'est ce que nous avions vu tout récemment, n'est-ce pas? Donc, du coup, ici, je peux, avec beaucoup de facilité, faire quoi? Je peux déterminer MT. Donc, je peux tirer ici, je peux dire que MT est sur égal à quoi? MT est sur égal au volume des particules solides fois la densité des solides, n'est-ce pas? Donc voilà, et après cela, qu'est-ce que je fais les amis? Je vais prendre cette densité-là et je vais remplacer ça, cette valeur, cette expression, et je remplace ici. Donc du coup, je vais dire que ici, gamma D est sur égal à quoi? Alors j'ai MT est égal à quoi? MT est égal au volume T fois la densité des particules solides, divisé par quoi? Divisé par le volume total. Alors, divisé par le volume total. Certains, quand ils vont arriver ici, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont simplifier là. Non, on simplifie parce qu'on ne simplifie pas parce que ici, il s'agit du volume des particules solides. C'est-à-dire, il s'agit simplement du volume de ces particules qui sont ici. Là, c'est le volume total. Il s'agit du volume des particules solides plus le volume de vide. Ce que nous avons écrit ici, volume total, volume des particules solides plus le volume des particules vides. C'est ce que nous avons écrit. Alors, arrivé à ce niveau, les amis, qu'est-ce que je fais? Alors, nous savons ceci, nous savons que là, si je veux déterminer le volume total,
Alors, je reviens ici. Si je veux déterminer le volume total ici, là, qu'est-ce que je vais dire? Le volume total, je mets ça ici. Alors, je sais que ici, le volume total est sur égal à quoi? Je vais déterminer le volume de tout ce système-là. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, je dois dire le volume des particules vides. Généralement, c'est simplement, c'est ce que nous avons déjà écrit ici, n'est-ce pas? Donc, je vais écrire ici volume des particules vides. Donc, je vais dire ici VB. Normalement, le volume des particules vides égale à quoi? Égale simplement à VA. N'est-ce pas? Mais moi, je vais écrire VB. Donc, pour dire qu'en général, le volume de particules vides, on a VB plus quoi? Plus VT. Pourquoi je n'écris pas le VA ici? C'est juste une question de préférence. Le volume VB ici, parce qu'on sait que le volume des particules vides égale à quoi? Égale au volume d'air plus le volume d'eau. Ici, dans notre circonstance, on n'a pas l'eau. L'eau n'existe pas. Donc, du coup, ça va s'annuler comme ça va se simplifier. Donc, le volume VB est égal à quoi? Il est égal à VA. Donc, c'est la même chose. Même si j'écris VB ou VA, ça revient au même. D'accord. Donc, je vais prendre ceci. Et qu'est-ce que je fais? Je vais venir écrire cette relation dans quoi? Je vais écrire cette relation ici, là. Dans cette formule-là. Je vais simplement remplacer là, n'est-ce pas? Maintenant, ou bien je peux faire ceci. On peut faire pour que ça soit assez fluide. Ça soit fluide. Je vais commencer par la porosité, plutôt le rapport de vide. On sait que le rapport ou le volume total, d'accord? Le volume total, comme je l'avais écrit ici, ok. Un instant. Donc ça, je vais effacer. Alors, je reviens sur le volume total. Le volume total est égal à quoi? On a dit, c'est le volume des particules vides plus le volume des particules solides. Or, on sait que E, qui est le rapport de vide, égal à quoi? Le rapport de vide est égal à quoi? Il est égal au volume des particules vides divisé par quoi? Par le volume de petit t. Ça veut dire que ici, le volume VB serait égal à quoi? À E fois le volume des particules solides. N'est-ce pas? Je trouve VB, qu'est-ce que je fais? Je vais venir remplacer VB dans cette relation. Donc, du coup, ici, le volume total, il devient égal à quoi? Il devient égal VB égale à E fois VT plus, et je mets ici VT, n'est-ce pas? Je vais prendre cette relation et je viens remplacer ça ici, n'est-ce pas? Je vais remplacer ça là pour voir qu'est-ce que ça me donne. Donc, finalement, donc ça va donner, mais attends, avant de remplacer ici, les amis, là, on peut écrire ça de manière beaucoup plus simple. Hein. Donc, on va dire ceci, ici, VT, il devient égal, je vais mettre VT en facteur, ok? Le volume des particules solides en facteur, et j'aurai ici 1 plus E, n'est-ce pas? Je vais prendre ça là, et je viens remplacer ça ici, dans cette relation, n'est-ce pas cela? Donc, j'aurai ici MT, donc MT, il sera égal, V total, quelque part, on avait V total quelque part, non? Ok, c'est pas là, on avait V total ici, les amis, donc, un instant, voilà. Donc, on avait V total ici, bon, cette relation, on peut déjà dire que pour elle là c'est bon. Je vais maintenant reprendre, puisque je veux déterminer une relation qui va permettre de lire tout ça là ensemble. Donc du coup je vais faire ceci. Là je vais prendre le volume, cette relation du volume de la densité sèche que nous avions trouvé, bien sûr. Donc je reprends ça ici. La densité sèche, on avait dit que c'est la masse des particules solides divisé par quoi? Divisé par le volume total. Dans ce volume total, qu'est-ce qu'on entend dire? On entend quoi de là? On entend le volume d'air plus le volume des particules solides. Donc du coup ici, ce qui implique ρD, la gamma D plutôt, il serait égal à quoi? Le volume total, VT, il est là. Qu'est-ce que nous avons trouvé? On a trouvé ici V petit t, parenthèse de 1 plus E, n'est-ce pas? Et la masse MT, qu'est-ce que nous avons trouvé? MT, on avait trouvé ceci, on avait trouvé V petit t fois ρT, n'est-ce pas? Donc je vais mettre ici, alors V petit t fois ρT. Alors, qu'est-ce qui va se simplifier ça là? Ça va se simplifier. Donc, du coup, ici, cette densité-là, où je peux continuer ça ici, ce qui implique que la densité sèche est égale à quoi? Est égale à la densité des particules solides, divisé par quoi? Divisé par 1 plus E. Alors, ça, c'est une relation. On peut exprimer donc ρT en fonction de quoi? On peut exprimer plutôt la densité sèche en fonction du rapport de vide et en fonction de la densité des particules solides. Donc, voilà, ça, c'est une possibilité. Maintenant, ça, je vais encadrer ça. Entre-temps, j'encadre ça. Donc, je vais encadrer ici, les amis. D'accord, ici, on avait ceci. Alors, à partir de là, nous pouvons aussi faire mieux. On peut faire mieux en faisant ceci. Alors, nous savons que la densité spécifique, si dans un exercice, on nous donne la densité spécifique que nous, on va généralement noter ici par GS, qui serait égal à quoi? Qui serait égal à la densité des particules solides divisé par quoi? Divisé par la densité de l'eau. Donc, à partir de là, qu'est-ce que je peux faire, les amis? Je peux tirer maintenant la densité des particules solides qui serait égale, alors, à la densité d'eau fois quoi? Fois
GS qui est la densité spécifique. Donc du coup, à partir de là, je peux dire que la densité sèche devient égale à quoi? Alors ici, on aura la densité de l'eau, n'est-ce pas? Puisque je remplace ρT, donc fois quoi? Fois GS divisé en bas, on a quoi? En bas, nous avons 1 plus E, n'est-ce pas? On a 1 plus E. Donc ça, c'est une relation fondamentale à ne pas oublier. Donc je dis ici, gamma D est égal à ρ W fois GS divisé par 1 plus E. C'est une relation très fondamentale dans le cas où on nous parle de courroux ou encore on nous parle par exemple d'un sol sec. Lorsqu'on nous parle d'un sol sec, obligatoirement cette formule est incontournable. On va utiliser cette formule à 100%, on va l'utiliser. Donc ça fait partie des formules qu'il faut obligatoirement connaître pour être à l'aise. Alors c'est une formule standard qui est bien connue en géotechnique. Voilà. Quoi d'autre encore? Alors, cette fois-ci, nous allons parler du calcul de degré de compacité. On veut, ici, l'objectif, c'est quoi? Nous voulons voir à quel point le sol est compact, c'est-à-dire à quel point le sol est ferme. Alors, tout de suite, je vais revenir dans ce schéma. Tout de suite, on revient dans ce schéma. Donc, je vais simplement le copier, les amis. Je vais le copier encore. Copier, d'accord. Alors, le degré de compacité, calcul du degré de compacité, coller, d'accord. Donc, voici notre sol, comme vous pouvez le remarquer, qui est là. Nous allons déterminer le degré de compacité de ce sol-là. Je fais un peu de propriété ici. Alors, ici, vous voyez que nous avons un sol qui est beaucoup plus grand. D'accord, ce sol est beaucoup plus grand. Mais ce sol, il fait quoi? Il contient beaucoup de vide. Ça veut dire que ce sol-là n'est pas vraiment dense. Parce que à l'intérieur de ce sol, il y a beaucoup de vide, vraiment beaucoup de vide. Mais par contre, lorsqu'on arrive ici, qu'est-ce que se passe? Lorsqu'on arrive ici, vous voyez qu'on a peu de vide. Mais le sol, il devient petit. Il est tout petit, mais le sol là, il est fort, il est très dur parce qu'il n'y a pas beaucoup de vide à l'intérieur, il est compact. Par contre, ici, le sol, lorsqu'on regarde, il est grand, mais à l'intérieur, il y a beaucoup de vide. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Puisqu'ici, à l'intérieur, les amis, ici, nous avons quoi? Ici, nous avons beaucoup de vide, n'est-ce pas? Ça veut dire que le rapport de vide, pourquoi on calcule le rapport de vide E? On avait dit qu'on calcule le rapport de vide pour voir de manière plus simple, avec les mots les plus simples, c'est pour voir de combien de pourcentage là ce sol est vide, n'est-ce pas? Combien? Puisque le rapport de vide égale au volume des particules vides divisé par le volume des particules solides. On veut voir de combien de pourcents ce sol là est vide. C'est pour calculer carrément le pourcentage des particules vides. Maintenant ici, les amis, ici, qu'est-ce qu'on remarque? Ce sol ici, il est beaucoup plus vide à l'intérieur. Ça veut dire que ici, nous avons quoi, les amis? Nous avons un rapport de vide maximal. Ici, le rapport de vide est maximal. Il faut simplement comprendre ça de cette manière. C'est beaucoup plus simple. Nous avons ici un rapport de vide qui est maximal. Parce qu'on peut le remarquer, on a beaucoup de vide ici. Et vraiment des vides qui sont très énormes. Mais par contre, quand je viens ici, vous voyez que ici, le vide, il devient petit. Le vide, il devient petit. Donc ici, nous avons un rapport de vide quoi? Nous avons un rapport de vide minimal. Alors, on va voir maintenant la densité. Lorsqu'on regarde la densité, les amis, qu'est-ce qu'on remarque? Ici, on remarque que ici, ce sol-là n'est pas dense, c'est-à-dire il n'est pas vraiment ferme. Ici, le sol, il n'est pas ferme. Si on n'a plus ce sol, qu'est-ce qui va se passer? Il va changer. Si on compresse ce sol-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va changer de forme. Ce sol-là, ce sol qui auparavant ici, on trouvait qu'il était grand, lorsqu'on va le compresser, ce sol va diminuer, il va devenir comme ça. Ça veut dire que ici, la densité, ce sol n'est pas assez dense, donc la densité est minimale. Donc ici, la densité est minimale. Par contre, ici, la densité est comment? La densité est maximale. C'est ça qu'il faut savoir. Lorsque plus le sol est sec, plus sa densité est maximale, plus le rapport de vide est minimal. Plus le sol est lâche, donc sa densité est minimale et le rapport de vide est maximal. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, ici, qu'est-ce que ça a à voir avec le calcul de degré de compacité? Alors, avant d'arriver au calcul de degré de compacité, nous allons rappeler ici, nous avons dit que lorsque nous sommes dans le cas d'un sol sec, nous avons on a démontré cette formule dans le cas d'un sol sec qui est gamma D. Lorsque nous sommes dans le cas d'un sol sec qui est gamma D, nous avons dit ceci. Alors, je rappelle simplement la relation. Nous avons dit que gamma D est égal à quoi? Est égal à GS, la densité spécifique, fois le poids de l'eau, divisé par quoi? Alors, divisé par 1 plus E. C'est ce que nous avions dit. D'accord. Maintenant, à partir de cette relation, nous pouvons donc déterminer la densité minimale
on peut également déterminer la densité maximale et nous pouvons aussi déterminer les expressions. On peut déterminer aussi les expressions de E minimal et E maximal. Donc là, les amis, qu'est-ce que je vais dire? Avant cette relation, je vais mettre ça ici au milieu, ok? Comme ça, je vais mettre ça carrément là au milieu. Alors ici, qu'est-ce que nous pouvons déduire de là? Ici, nous pouvons déduire que lorsque nous sommes dans ce cas, lorsque nous sommes dans ces circonstances-là, comment est la densité? Eh bien, la densité comment est minimale. Donc, je vais écrire ici la densité minimale est égale à quoi? La densité minimale est égale à GS fois la densité d'eau divisé par quoi? Ici, E est maximale. E est maximale. Et lorsque je passe ici la densité est max. La densité maximale est égale à quoi? Est égale à GS fois la densité de l'eau divisé ici notre rapport de vide est minimal. Parce qu'on n'a pas assez de vide. Ok. Après cela, donc je peux aussi encadrer là. Ok. On va encadrer ici. J'encadre ceci. Et j'encadre ceci. Donc ça, c'est très important. Il faut comprendre cela. Maintenant, on va voir comment déterminer la densité. Alors, nous avons dit ceci, que la densité est égale à quoi? Donc, la densité, on sait que la densité, donc je suis avec la densité minimale. La densité, d'abord, par définition, la densité est égale à la masse divisée par le volume. Donc, ici, j'aurai quoi ici? La masse minimale, n'est-ce pas? Ici, j'aurai ici la masse minimale. Alors, ici, la masse minimale signifie quoi? Dans la pratique, ici, il s'agit de, je vais dire ici M1. Ok, donc ici, ce corps ici, là, ici, ce sol a une masse quelconque que je vais appeler ici par M1 et ici une masse quelconque que je vais appeler ici par M2. Alors, c'est quoi la masse M1? La masse M1, c'est la masse que le sol contient avant de le compresser. Et la masse M2, c'est la masse que le sol contient après l'avoir compressé, n'est-ce pas? Donc, du coup, ici, puisqu'on sait que la densité, c'est la masse sur le volume, donc je peux directement dire ici que ma densité me donne ici la masse que j'avais avant la compression. Donc ici, j'ai M1 divisé par quoi? Divisé par le volume. Donc ici, je vais mettre ici le volume total de ce système-là. OK? Et en même temps, ceci est égal à quoi? Ceci est égal aussi à GS, la densité d'eau, divisé par E max. Ça, c'est pour déterminer gamma minimale. D'accord. Donc à partir de là, les amis, qu'est-ce que je fais? Donc je vais faire ceci. Je vais faire ceci. Donc, nous, on va déterminer gamma minimale à travers de cette relation-là. Je vais quand même l'encadrer. Je vais l'encadrer. OK. Alors, après avoir écrit cette formule, puisque la masse nous sera donnée dans l'exercice, après avoir déterminé gamma minimale, qu'est-ce qu'on fait? On peut maintenant venir déterminer E maximal, parce que E maximal est en fonction de quoi? Et en fonction de gamma minimale. Ici, nous, on va d'abord déterminer la relation de gamma minimale, et par la suite, on vient maintenant remplacer ici pour déterminer E max. Là également aussi, c'est la même chose. Là également, je peux déterminer aussi gamma. Alors, je peux déterminer aussi gamma max. Donc, je peux déterminer gamma max qui sera égal à la masse M2. Ici, la masse M2, c'est la masse après avoir compressé le sol. Donc, on a ici M2 divisé par quoi? Divisé par le volume. Quel volume? Eh bien, ce volume-là. Alors là, je dois ici dire ici V1. Alors là, je vais dire ici V2. Ou bien, on peut simplement laisser comme ça. On va dire simplement le volume. On suppose que nous sommes dans le cas où on ne donne pas un volume différent de cela. Mais sinon, je vais mettre ici comme un V1. Parce qu'après la compression, le volume va diminuer puisque nous avons sol. Donc ici, je vais mettre ici V1. Et nous avons ici V2. OK. Donc, je vais mettre ici V1. Et nous avons ici V2. Donc, voilà. Je vais encadrer cela. On encadre ça. Alors ici également, après avoir déterminé gamma maximale, qu'est-ce que je fais? Je peux maintenant venir déterminer E minimal. OK? Donc, voici comment on va travailler. Par la suite, les amis, je vais maintenant déterminer, quand j'ai tout ça là, je pourrais maintenant déterminer, alors ça déjà, on connaît cette relation ici. Alors ici, la densité sèche, elle me sera donnée dans l'exercice. Alors ça également, ça sera donné. Ici, la densité d'eau. Alors certains se posent la question, mais pourquoi on dit que nous sommes en train d'étudier un cas où nous sommes dans le cas d'un sol sec, mais pourquoi nous avons la présence de la densité d'eau? Non, ici d'ailleurs, la densité d'eau, ce n'est qu'une grandeur, ok? La densité d'eau ici est égale à 1. Donc, c'est vraiment, ça ne veut dire rien dire quoi. Ici, là, c'est densité égale à 1. Ça ne nous dérange pas, ça ne pose aucun problème. Alors, nous, l'objectif, c'est de déterminer le degré de compacité, donc DR. On va appeler ça par DR, qui est notre degré de saturation, de compacité autant pour moi.
Alors, comment je détermine le degré de saturation des amis? Le degré de saturation, de compacité, autant pour moi. Alors, c'est E maximal moins E divisé par E maximal moins E minimal. Moins E minimal. Alors, si vous voulez, vous faites fois 100, ok, pour mettre ça en pourcentage. Ok, là, ça sera maintenant en pourcentage. Donc, ça, c'est le degré de compacité d'un sol. Voilà comment il peut se calculer facilement. D'accord. Alors, notre résumé s'arrête par là. On se voit dans une prochaine vidéo pour la solution des exercices.